Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Bonsoir à tous, bonne fête du travail. Nasser, bonsoir. Bonne fête du travail à tous. Débrouiller n'est pas voler, qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Oui, débrouiller n'est pas voler, qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Bonne fête du travail à tous et à toutes. Encore 2 minutes, on commence le live, s'il vous plaît.
Oui, qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Débrouiller n'est pas voler. Vous avez suivi là une chanson très très populaire du temps de mon feu père parce que ça faisait partie de ses musiques préférées. Donc, cette chanson appartient à l'orchestre, hein, l'orchestre Polyrythme de Cotonou. Orchestre Polyrythme de Cotonou. Clarendon Andreas, bonsoir. Donc, je voudrais ici encore me présenter. Je suis la chasserie Kanslai. J'aimais depuis le Sissongo. Donc, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne fête du travail. Bonne fête du travail à tous, à toutes, aux salariés, aux débrouillards, aux commerçants, à toute personne qui mène des activités rémunératrices, même aux ménagères qui travaillent à la maison et qui n'ont pour bulletin de paye que le sourire des membres des familles. Lorsque la famille est heureuse, lorsque maman a bien fait la cuisine et qu'on a bien mangé, on est content, donc c'est aussi un salaire. Voilà, c'est un peu ça, encourager tout le monde. Alors, le live d'aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui, bonsoir Hervé Ndiké, bonsoir. Dans le live, bonsoir Pat Lajoie. Bonsoir Tata, ça fait un bail, je sais. Je vais très bien, j'étais très occupée, j'ai fait quelques lives depuis mon retour. Donc, partagez le direct, c'est pas grave si je le fais à cette heure-ci. Vous savez que nous profitons toujours des moments comme celui-ci pour nous rattraper dans nos tâches ménagères. Et il faut faire des cuisines en grande quantité et les congeler parce que les autres jours, on est très bousculé. Donc, mais sinon, je vais super bien. Encore un peu de fatigue, mais ça commence à aller. Donc, je serai voilà, constamment sur les réseaux sociaux voilà, pour apporter aussi comme ça ma petite pierre hein, à l'édifice du Cameroun pour le changement, s'il faut dire comme ça, changement de mentalité. Voilà, changement de mentalité d'abord. Ok, merci beaucoup à toi aussi, bisous. Bisous, bisous. Ok, donc on va commencer. Dans ce live-là, je voudrais parler de l'accident qui a eu lieu au Cameroun. L'accident concernant le boxeur hein, international que l'on ne présente plus, le double champion du MMA qu'on appelle Francis Ngannou. Ce jeune homme qui est parti du Cameroun dans des conditions on ne peut plus difficiles et qui, comme ça, par son courage, a dû traverser désert, mer et se retrouver en Europe où il s'est entraîné et il est tombé sur des gens qui ont cru en lui, qui ont cru en son rêve, qui l'ont aidé. Une société européenne qui sait reconnaître les talents et il est devenu champion. Alors, jeune gars né dans les années 80 ou alors les années 90. Bon, une fois devenu champion, il est reparti vers ceux qui avaient déjà hypothéqué son avenir, les remercier et dire que cela avait beaucoup fait pour lui. Ce que nous, en tant que jeunesse, nous n'avons pas trop compris, mais bon, que nous avons accepté. Alors, il se trouve donc que ce jeune gars, ce jeune monsieur, a eu un accident qui, par la suite, s'est soldé par la mort de notre jeune consoeur, de notre jeune compatriote, Nchama Brigitte et Manuela. Donc, de la grande famille des Zonana. Donc, actuellement, la petite est au frais. Elle est dans la glace. Nous disons sincères condoléances à sa famille hein, et à ses amis et connaissances. Nous implorons la grâce de Dieu, la grâce divine, afin que Dieu étende sa main consolatrice sur toute cette famille. Et voilà, que Dieu puisse penser petit à petit les plaies. Un enfant, c'est irremplaçable. Dans ma culture, on dit toujours qu'il y a un nom pour la femme qui perd son mari. Il y a un nom pour le mari qui perd son épouse, mais il n'y a pas un mot, il n'y a pas un descriptif pour la femme qui perd son enfant. Donc, j'ai très mal, ça me fait mal, surtout une jeune fille à la fleur de l'âge. Je ne sais pas si cette petite avait déjà 20 ans ou 18 ans, 20 ans ou 18 ans, c'est comme ça que je peux situer son âge.
Voilà, mais lorsqu'on parle des âges en Afrique ou au Cameroun, ce sont des sujets toujours euh, très, très, très sensibles. Il n'y aura pas des élections au Cameroun. Bon, élections ou pas, nous savons que les élections, les dés sont déjà bipés d'avance, donc le résultat ne va pas nous étonner parce que je sais que il y aura le même gagnant depuis presque 50 ans. Donc ça, ce n'est plus une nouveauté. Ça ne nous dit plus rien. C'est aux Camerounais de prendre leur destin à main. Donc ça, c'est une petite parenthèse comme ça parce que je lis en même temps les commentaires. Alors revenons à la thématique de ce soir. La thématique de ce soir, c'est l'accident causé par Nganou et qui s'est soldé par le décès de notre sœur Chama Brigitte Maniela. Bon, il s'agit ici d'un accident. Pourquoi? Parce que il faut être de mauvaise foi pour dire que M. Francis Nganou s'est levé de chez lui avec l'intention d'aller écraser quelqu'un avec sa moto. Donc, il s'agit ici clairement d'un accident de circulation. Maintenant, là où nous pouvons nous interroger, c'est que qu'est-ce qui s'est passé quelque temps avant ou quelque temps après l'accident de circulation? Quelque temps avant l'accident de circulation, nous n'avons pas beaucoup d'informations parce que nous n'avons pas réussi à joindre ceux qui étaient là, qui ont vécu l'accident juste quelque temps avant. Mais quelque temps après, il est clair que le concerné s'est vraiment impliqué. Il a essayé de porter secours à son niveau. Et à un certain moment, il était obligé de prendre ses responsabilités comme nous les aurions tous ou toutes prises, c'est-à-dire que transporter la victime à l'hôpital, payer les factures et voilà, veiller à ce qu'elle soit prise en charge au niveau de l'hôpital. Mais est-ce que ici en Europe, dans les pays développés, est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se passer? Non. Parce que lorsque nous voulons le changement pas seulement au palais d'Etoudi. Nous voulons le changement sur toute petite action. Nous voulons le changement par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons changer. Nos mentalités doivent changer. Ça veut dire que la prise en charge aussi doit changer. Parce que, bonsoir Nicole Danone, partagez ce live. Hein. Je sais que certains dorment déjà. Beaucoup ne m'attendent même plus dans les lives. Donc, je l'ai fait comme ça, toujours de manière inopinée. Donc, j'étais tantôt de disant ce que lorsqu'on parle de changement, il ne s'agit pas seulement du changement au niveau du palais d'Etoudi. Il s'agit, non, on ne peut pas dire, non, ce n'est pas l'hôpital qui l'a tué. Elle vient indiquer. Pourquoi l'hôpital ne vient pas me tuer? Ce n'est pas l'hôpital qui l'a tué. Francis Nganou, si Francis Nganou ne l'avait jamais cogné, qu'elle ne serait jamais allée à l'hôpital. On commence par là. C'est justement pour ça que je fais ce live. C'est Nganou qui a tué cette fille. Et il a tué cette fille de plusieurs manières. Voilà pourquoi je fais le live pour détailler les manières dont il aurait tué cette fille. Donc, n'allez pas vite en besogne. Suivez le live et vous allez suivre mon développement. Donc, je suis en train de dire ceci. Francis Nganou n'est pas sorti de la maison avec l'intention d'aller tuer quelqu'un ou d'aller cogner une personne avec sa moto. Là, on est clair. On est unanime sur ce point. Il ne s'agit pas de là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe que Nganou monte sur cette fille. Que la fille est tort. Ça, c'est la police qui doit rétablir ça. Est-ce que la fille était en train de traverser la route? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'il a cogné la fille de dos ou bien en face? On ne sait pas exactement. Voilà pourquoi dans un pays normal, non, tu ne comprends pas. Elle vient dire qu'avant l'opération, la fille n'était pas la seule au niveau de cette route. Pourquoi les autres n'ont pas été opérés? Donc tout commence par l'accident. On ne peut pas sauter l'accident. On ne peut pas sauter l'accident. Tout commence par l'accident. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait des milliers de personnes à l'Omnisport. C'est une rue où il y a beaucoup de personnes. Pourquoi ces personnes-là ont leur vie et Chama n'a pas sa vie? Chama n'a pas sa vie parce que Nganou l'a d'abord cogné un temps à moto. C'est là le début. On ne peut pas donc refuser de regarder là-bas pour regarder seulement l'hôpital. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, lorsque Nganou a cogné cette fille, Nganou, selon lui et selon beaucoup de personnes, il a bien agi puisqu'il a amené la fille à l'hôpital. Mais lorsque nous voulons le changement dans tout acte et dans toute action. Ça veut dire quoi?
Est-ce que vous savez que la manière de transporter une personne accidentée peut causer sa mort? C'est par là que nous devons commencer. Hein? Ganou est dans un pays où, et cet accident-ci doit servir de leçon en Ganou. Ganou est dans un pays où, ou bien il est ressortissant d'un pays dans lequel il n'y a pas d'ambulance. Il est citoyen d'un pays dans lequel il ne peut pas avoir un accident et on voit la police arriver instantanément. En Allemagne, lorsqu'il y a un accident, toute personne, même étant chez elle, ou bien des piétons appellent la police, elle est là dans les 2-3 minutes qui suivent. C'est ce changement-là que nous voulons au Cameroun, avant le changement au sommet de l'État. C'est ce changement-là que nous voulons dans les actes et les actions. Il y a une manière de porter un accidenté. Parce que cette fille pouvait avoir un problème d'hémorragie interne. Elle se plaint peut-être du pied, ne sachant pas que le poumon a eu un choc. Ou bien le cœur a eu un choc. Et au moment de la transporter, on la serre plutôt par le haut, parce qu'on se dit que c'est le pied qui a le problème. Et on aggrave l'hémorragie interne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut d'abord savoir, la prise en charge n'a pas été correctement faite. Parce qu'elle n'a pas été faite par un professionnel. Et ceci se passe pourquoi? Parce que c'est le Cameroun. Au Cameroun, lorsqu'il y a accident, il n'y a aucun professionnel sur les lieux. Ici, il est interdit de toucher la personne. Sauf si on est un professionnel de la santé et qui au hasard était en route. Il n'y a pas le SAMU, il n'y a pas les sapeurs-pompiers. C'est de ça qu'il s'agit. Où sont les ambulances que Samuel Eto'o-Fils a offert à l'État du Cameroun, les 10 ambulances? Parce que depuis que moi je suis l'élève, je n'ai pas entendu qu'on a appelé l'ambulance. Je n'ai pas entendu qu'on a appelé le SAMU. Est-ce que nous avons des infrastructures, des choses telles que quand il y a un accident comme ça, n'importe qui appelle et directement il y a la police? Vous avez vu dernièrement, lorsque notre frère, Alain Tchapi, paix à son âme, a été froidement assassiné ici par les Arabes à Düsseldorf. À moins de 3 minutes, la police était là, avec des voitures, parce que quand vous appelez, vous dites accident de circulation, ça veut dire quoi? Immédiatement, la police arrive, parce que dans la police, il y en a qui vont faire le constat. Il y en a qui vont sécuriser les piétons. Parce qu'un premier accident peut causer un deuxième accident, voire même un troisième. Parce que généralement, les accidents sont des occasions d'attroupement. Et qui dit attroupement dit cafouillage. Ça peut créer d'autres choses. Donc la police vient pour plusieurs raisons. Elle doit faire les enquêtes, elle doit sauver, elle doit chercher à sauver. Ici en Allemagne, quand la police arrive comme ça, immédiatement après, il y a aussi les sapeurs-pompiers qui arrivent. Parce que parfois les accidents causent les incendies. Puisque quand on dit il y a accident, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et comme je vous ai dit, ça peut entraîner un deuxième accident. Vous n'avez pas vu parfois, après un choc entre deux véhicules, il y a parfois du feu. Donc ici, directement, lorsque tu appelles la police, ça déclenche automatiquement les sapeurs-pompiers. Et il y a aussi les médecins secouristes. Et c'est parmi ces médecins secouristes qu'il y aura des spécialistes du transport des accidentés. Ganou n'a jamais fait une école ni une formation pour transporter quelqu'un, un accidenté à l'hôpital. Donc tout commence par là. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est l'hôpital qui a tué la jeune fille. On va y arriver. Je n'ai pas dit que l'hôpital n'a rien fait. Mais commençons d'abord par le choc et la prise en charge. Ganou, voyant que il n'y a aucune prise en charge, il est obligé de lui-même la transporter. Je suis sûre qu'il a eu même à la transporter dans ses bras le temps que le taxi arrive. Je suis sûre qu'il a eu à la transporter. Est-ce que le taxi est approprié pour transporter un accidenté? Point d'interrogation. Ganou a amené la jeune fille à l'hôpital. Mais dites-nous comment. Comment est-ce qu'un Ganou a amené la jeune fille à l'hôpital? Hein? Ganou a dû la porter dans ses bras, pensant très bien le faire. Ce que moi-même j'aurais fait. Ce que moi-même j'aurais fait. Ne voyant pas la prise en charge, que je l'aurais transporté à l'hôpital. Et parfois nous faisons comme ça, ne sachant pas que nous faisons mal. Or, il y a une manière de transporter un accidenté. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a des attelles, il y a des choses qu'il faut mettre. Il y a un sens pour retourner. Il y a des choses qu'il faut mettre pour stabiliser les membres. Comment est-ce que
et Brigitte Emmanuela a été transportée jusqu'à l'hôpital ou général ou je ne sais quel hôpital. Donc ça commence d'abord par là. Ça commence d'abord par là. Et quand on transporte la jeune fille, qu'est-ce qu'on lui dit jusqu'à l'hôpital? Voilà pourquoi il y a des médecins urgentistes. Parce que le médecin urgentiste, lorsque la patiente est consciente, apparemment la jeune fille est consciente jusqu'à l'hôpital, il lui dit des paroles d'espoir. Donc, psychologiquement, il faut renforcer la patiente. Il faut lui dire que ça va aller, ta vie n'est pas en danger, des choses. Est-ce que ceux qui ont transporté la jeune fille ont eu à le dire? Et il y a tout ça, on ne reste pas en vie seulement. Ce sont des forces qui, au moment T, sont en train de bagarrer. Il faut que l'esprit soit solide, il faut que le mental soit solide, il faut que la prise en charge soit correcte. Maintenant, une fois arrivé à l'hôpital, là, on arrive d'abord à l'hôpital. Quels sont les examens qui ont été faits? Parce qu'un gars nous transporte la jeune fille comment? Sûrement en taxi. Sûrement en taxi. Ne me dites même pas, je ne sais même pas si c'était la sans payer. Est-ce que le taxi ou la sans payer sont pour le transport des accidentés? Non. Maintenant, on laisse ça, on arrive à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, est-ce que la prise en charge est bien faite? Normalement, même sur le chemin, moi j'ai mon fils ici qui a cassé le bras, je sais comment ça se passe. J'ai plusieurs fois été à l'hôpital par rapport à la maternité, donc je rentre dans l'ambulance et on m'amène à l'hôpital pour accoucher. Mais en route, il y a beaucoup de choses qui se passent. On te pose des questions, on te demande ton groupe sanguin, si tu le connais. On te demande quelle électrophorèse tu as, si tu le connais. Si tu as tout dans ton porte-monnaie, c'est idéal. Ta carte de santé, on te la prend d'abord dans l'ambulance. Et on commence à te demander certains paramètres qui ne changent jamais. Comme le groupe sanguin, l'électrophorèse. On te pose parce que tu es consciente. Quand tu n'es pas consciente, c'est autre chose. Hein? Donc, maintenant, est-ce que la fille a eu droit à ces questions? Est-ce qu'on lui a posé ces questions? Tu es de quel groupe sanguin? Tu es de quelle électrophorèse? Et tout, les valeurs qui ne varient jamais, qui sont là. Bon, une fois, on doit lui demander, est-ce que tu as mangé? Quand est-ce que tu as pris ton dernier repas? Est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu as bu? Quelle quantité tu as bu? Ou alors, immédiatement prélever du sang et faire un test. Parce que la police a tous ces tests-là. Les médecins urgentistes ont tous ces tests-là. Voilà pourquoi, parfois, dans le cadre des contrôles routiers, vous allez voir la police stopper des gens et demander aux gens de souffler. Ils ont même une sorte d'appareil là. Il suffit seulement que tu souffles dessus et ça mesure le taux d'alcool que tu as dans le sang. La jeune fille sortait de cette zone du stade. Alors, selon les informations du Sissongo, c'est une rue de la joie. Effectivement, pas de la joie, effectivement, c'est une rue de la joie. Donc, voilà les bars qu'il y a autour de l'endroit où la jeune Emmanuela, Brigitte Emmanuela a été percutée par Nganou, par la moto de Nganou. Fandena Enjoy. Ça, c'est le premier bar. Il y a le Fair Play, c'est le deuxième bar. Troisième bar, c'est The Babies, les bébés, The Babies. Quatrième bar, c'est le Code. Cinquième bar, c'est le Grand Canyon. Sans compter que, avant le Code, il y a un autre bar qui vend le Billy Billy, une boisson traditionnelle, la bière traditionnelle. Donc, vous voyez que vous avez en fait 6 bars à cet endroit. Vous avez 6 débits de boissons à cet endroit. C'est-à-dire que des endroits où on consomme l'alcool à outrance. C'est une rue de la joie. Et vous y trouvez des jeunes qui s'enivrent, qui s'empiffrent et tout ça. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a bu, il est fort probable qu'on n'ait pas tous ses sens. Parce que la boisson diminue la concentration. La boisson réduit la vision. La boisson réduit l'articulation. C'est pour ça que quand quelqu'un a bu, il parle, on a l'impression de ne pas l'écouter. Parce qu'il a du mal à articuler. La boisson ne fait marcher, fait dandiner. Hein? Bon, tout dépend du niveau de boisson. Mais déjà, le lieu est problématique puisque c'est dans la nuit, autour de 22 heures par là. Donc, les gens ont bu. Les gens boivent. Et il est fort probable même que notre Brigitte Emmanuela ait bu. Était-elle saoule? N'était-elle pas saoule? Parce qu'on nous dit que, un gars nous dit qu'elle avait les écouteurs. Elle avait les écouteurs, veut dire quoi? Veut dire qu'elle n'a peut-être pas suivi le klaxon. Donc,
Maintenant, quand la jeune fille arrive à l'hôpital, quels sont les examens qu'on lui fait en dehors de la récolte des données? Est-ce qu'on fait à cette fille juste des radios et après on l'opère? Ou bien est-ce qu'on la passe dans le... Comment vous appelez ça? Ici, on appelle ça, ou c'est computer tomographie. C'est un appareil comme un grand fou, comme ça, on te met à l'intérieur pour voir tout l'intérieur. Hein? Est-ce qu'elle passe des radios? Est-ce que, juste parce qu'elle dit le bras fait mal, le pied fait mal, on se concentre juste sur le bras et le pied sans tenir compte des organes internes, des organes vitaux qui sont même plus importants, des choses comme le cœur, le poumon, le foie, hein? Les intestins et tout, l'estomac. Hein? Parce que on peut dire que une fois qu'on l'a opérée, elle ne sait pas, voilà le scanner et tout ça, elle ne s'est pas réveillée. Mais on peut toujours faire un accident, rentrer à la maison, ne même pas avoir une fracture, rentrer à la maison et 2 jours après mourir dans le sommeil parce qu'on a une hémorragie interne qu'on n'a pas vue, qu'on n'a même pas su. Hein? Bon, tout ceci veut dire quoi? Maintenant, on la prend pour aller l'opérer et après on annonce seulement aux membres de la famille et à M. Nganou qu'elle ne s'est pas réveillée. Ceci pose quoi? Donc, c'est un accident leçon de vie pour Nganou. Ceci pose clairement le problème aussi des infrastructures en général dans notre pays. Parce qu'autour d'un stade, les rues devraient être dégagées. Or, je vous dis que sur cette petite zone où il y a eu l'accident, il y a 6 débits de boissons. Et il y a le parking de ces 6 débits de boissons. Et constamment, depuis novembre 2024, jusqu'à l'accident de Nganou, ça fait la 9e victime. Allez vous renseigner, on va vous le dire. Au même endroit. C'est la 9e victime en moins d'1 an. Au même endroit. 9e victime en moins d'1 an au même endroit. Parmi lesquels 2 ou 3 morts. Donc Tchama est la 3e comme ça qui décède. C'est un endroit où il y a des accidents tout le temps à cause de tout ce que je viens de citer. L'endroit est obstrué, c'est un grand boulevard, puisque selon mes informations, à un certain moment, on a même voulu déporter la place du 20 mai à ce boulevard. Et les voitures qui sortent de Soie, il paraît que les voitures roulent là-bas à grande vitesse. Les véhicules en général, motos et tout. Et vous savez qu'il y a aussi les cars de Soie. Il y a les motos, il y a les voitures, c'est un endroit où on ne peut plus saturer. Donc, il y a problème. Normalement, ici, lorsqu'il y a des accidents répétés à une zone, on essaie de tenir des mesures. Hein? Donc, nous voyons qu'il y a un problème du non-respect du code de la route. Il y a un problème des deux côtés, des usagers, c'est-à-dire que les piétons, les conducteurs. Il y a le problème de limitation de vitesse. Parce que malgré tout, cet endroit-là n'est pas un axe lourd, c'est la ville, c'est une rue qui passe en pleine ville. Normalement, en pleine ville, là, c'est 50 au trop 70 km/h. Normalement, c'est 50 km/h. Mais les voitures passent à 120, 130. Donc, quand une voiture te tamponne, un véhicule, que ce soit la moto et tout, c'est la mort parce que généralement, la vitesse est forte, est grande. Ce qui ne devrait pas être le cas. Normalement, les pouvoirs publics devraient déjà y installer les dodanes. De telle manière à ce que les voitures soient obligées, à ce moment-là, de freiner et d'aller doucement. Il devait avoir des tronçons de passage de piétons. Un Sissongwa me disait, dans d'autres pays, comme le Brésil, où lui il a été constamment, on pouvait même faire une passerelle suspendue dans les airs pour permettre aux piétons de passer plutôt en haut des véhicules. Donc, il y a tout ça. Les Camerounais doivent apprendre à traverser la route. Il y a des endroits où on ne traverse pas la route. Parfois, il faut aller jusqu'au feu, même si parfois le feu est un peu long. Voilà, 30 km/h, colonel Yann. Merci. Mais apparemment, les voitures passent là-bas à 120, 125, 130. C'est pas possible. Et normalement, dans un pays sérieux,
Quand il y a autant d'accidents dans une zone, ça interpelle les autorités de faire quelque chose. Hein? Les autorités qui sont les amis de Nganou. Ah oui, voilà pourquoi je dis que c'est un accident malédiction, c'est un accident leçon. Hein? Donc, apparemment, il y a un poste de gendarmerie à 100 mètres de là. Il y a un poste de gendarmerie. Hein? Normalement, même la gendarmerie pouvait venir faire le constat. Hein? Parce qu'en temps normal, on doit faire le constat. On doit venir faire des enquêtes sur place. Avant même de soulever la jeune fille, il faut dessiner rapidement avec de la craie comment est-ce qu'elle a été chutée, où est-ce que la moto est. Et immédiatement interrompre la circulation. Ça permet de voir qui avait raison, qui avait tort. On va voir, est-ce qu'un Nganou a freiné? Est-ce qu'il y a des traces d'eux? Mais là, rien ne s'est passé. Nganou était obligé de prendre la victime, de l'amener à l'hôpital. Et ça a continué comme si rien ne s'était passé. Donc si on repart maintenant faire les enquêtes, tout est faussé puisque entre-temps les autres véhicules ont circulé et ont effacé peut-être les traces de freinage et tout ça. Hein? Juste pour les statistiques, hein? Ça ne veut pas dire que s'il avait freiné ou pas, la jeune fille serait encore en vie. Mais c'est juste pour les statistiques, pour pouvoir comprendre ce qui se passe à cet endroit-là et corriger là où il faut corriger. Alors, la faute ici, c'est à qui? Pourquoi est-ce que nous sommes levés pour parler de ce genre de problème? Je suis à mon 40e live par rapport aux accidents de circulation. Mais Francis Nganou, qui pourtant appartenait avant son départ du Cameroun, avant qu'il ne devienne champion de MMA, aux couches les plus faibles. Normalement, Francis Nganou devrait être la voix des sans-voix. Hein? Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Comme le disait Aimé Césaire. Hein? Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. On est libre de choisir son champion. Mais même quand j'ai choisi mon champion, je peux quand même dire à mon champion, vraiment, il faut que ceci soit fait à tel endroit. Je peux quand même dire à mon champion que vraiment, on aimerait que ceci... C'est de ça qu'il s'agit. Nganou n'a jamais, au grand jamais, pris les problèmes du bas peuple comme si c'était ses problèmes. Il fonctionne une place. Ce n'est que lui, sa carrière, ses investissements au Cameroun. Le reste, il n'en a que foutre. Voilà donc que Dieu lui a fait faire, je peux dire ça, Dieu lui a fait faire cet accident pour qu'il commence un peu à réfléchir autrement. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, c'est bel et bien beau de dire, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Mais je vous dis toujours, quand tu refuses de faire la politique va te faire. Et aujourd'hui, la politique du Cameroun a fait Nganou. Oui, la politique du Cameroun lui a fait ça dur. Parce que la politique n'est pas seulement le fait d'appartenir à un parti politique et d'aller voter. La politique, c'est la gestion de la cité. Qu'est-ce que moi j'apporte pour gérer cette cité? Qu'est-ce que j'apporte comme sensibilisation à la jeunesse? C'est de ça qu'il s'agit et c'est là où nous on frappe sur lui. Quand vous dites que c'est l'hôpital qui l'a tué, oui, nous savons que les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs. La preuve est que ceux même du pays qui gèrent les affaires du pays, ceux qui nous ont dit qu'ils avaient construit des hôpitaux de référence, et même pour un petit panari au doigt, ils viennent en Europe se faire soigner. Mais est-ce qu'un Nganou, depuis qu'il est devenu champion, a-t-il un jour essayé de dire que vraiment, il faudrait qu'on améliore la prise en charge au Cameroun? Quand il a refusé de dire, il pensait qu'il faisait du mal à qui? Il n'avait jamais su qu'il pouvait aller au Cameroun et être victime d'un accident de circulation. Quand j'ai parlé, quand j'ai frappé fort ici, après la mort de notre frère Nguemo, les gens m'avaient appelé pour Chasséry, tu as été trop dur, oh, vraiment, pense à la famille. J'ai dit non. Nguemo aussi appartient à ceux qui ont fermé la bouche. Mais il avait oublié qu'entre son village et l'aéroport international de Simalène, il va dire qu'il s'en fout de la politique. Quand il descend au Cameroun, il va dans son village. Mais il n'y a pas une piste d'atterrissage de vol dans son village. Il avait oublié qu'entre l'aéroport de Simalène et son village, il y a 300-400 km de route. Et qu'à tout moment, la politique, la mauvaise gestion du pays pouvait causer sa perte.
C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, Nganou a tué N'Tchama. Point barre. Il a tué par son silence, parce qu'il n'a jamais dénoncé les manquements. Il a tué par ses actions, en croyant bien faire. Parce que, j'ai dit, Nganou n'a jamais fait une formation pour transporter les accidentés. Et ne serait-ce que pour ça, il devrait être interpellé. Vous avez vu ici, lorsque il y a eu le problème de la sœur Monique Oumatekel, la sœur qui avait vu des enfants se battre, des enfants qui manquaient d'air, lorsque Oumatekel a rendu l'âme, avait pris un bistouri de prise avec le cri du sang, parce qu'elle a vu ses neveux étouffés. Elle a ouvert le ventre, elle a retiré les jumeaux, pensant leur donner la vie, leur offrir une occasion de survivre. Mais elle avait été interpellée parce qu'on lui a dit, tu n'as jamais fait une formation en médecine, tu n'en avais pas le droit. Il n'y a que le chirurgien, le médecin, ceci, qui peut ouvrir les entrailles d'une femme. Mais on l'avait d'abord coffré. Donc, ne serait-ce que pour ça. Et l'autre chose, pourquoi Nganou? Landry s'est lui-même tué. Landry s'est lui-même tué. Landry Nguemo s'est lui-même tué. Quelqu'un n'a pas eu besoin de le tuer. Il a fermé la bouche, mais il s'est lui-même tué. Avait-il un jour dénoncé? Non. Il voulait voir ses enfants grandir. Et il voulait voir son immeuble monter. Puisque s'il avait parlé, on pouvait venir mettre, on connaît le Cameroun, on pouvait venir mettre là que arrêt des travaux. On connaît le Cameroun. C'est parce qu'ils ne veulent pas ça qu'ils ferment les bouches. C'est de ça qu'il s'agit. Landry Nguemo s'est tué lui-même par son propre silence. Donc quand vous refusez de faire la politique là, vous nous laissez seuls dénoncer. Moi je sais à combien d'années sans passeport. Mais je vais toujours continuer de dénoncer parce que je sais que c'est la vérité. Et cette dénonciation, parfois, bouscule les autorités pour qu'ils fassent quelque chose. Combien de lives j'ai fait contre l'ambassade? Vous n'avez pas vu que les choses changent petit à petit dans les ambassades? Ce sont mes lives. Je n'ai pas beaucoup de vues. Mais ils viennent, les services secrets regardent mes lives après. J'ai parlé de l'histoire du stade Omnisport ici. Lorsqu'il y avait le stade où c'est de Paul Biala qu'on vient de construire là. Lorsqu'il y avait la finale. J'ai dit, mais non, vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller au stade alors que vous méprisez leurs idoles. Vous n'avez pas vu qu'à la cérémonie, ils ont essayé de se rattraper. Exactement comme j'avais dit. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des lives où il y a 1000 personnes, où il y a 10 000 personnes. C'est la pertinence du live qui est importante. C'est la portée du live qui est importante. Où est-ce que le live arrive, même si ce n'est qu'une seule personne qui l'écoute. Nganou a tué N'Tchama de plusieurs manières, par son silence, parce qu'il n'a jamais dénoncé. Parce que si Nganou un jour avait dit, comment on appelle même les routes en anglais, Beta Rose in Cameroun, ça aurait peut-être bousculé les pouvoirs publics qui auraient mis des dos d'âne là et qui allaient empêcher qu'il n'aille trop vite et qu'il tamponne la personne. Donc, vous pensez qu'en fermant la bouche, en fermant ceci, vous faites du mal à qui? C'est notre Cameroun, nous tous. Sauf pour ceux qui disent, je n'ai plus rien à foutre là-bas, je n'y mets plus mes pieds. Peut-être eux, mais encore eux. Il faudrait qu'ils enlèvent toute leur famille de là. Oui! Ce qui est impossible, ce qui est quasiment impossible. Même quand on est multimilliardaire, on sait combien les familles sont grandes. Par exemple, ma famille, rien que sur 2 générations, nous sommes plus de 1000. Tu vas enlever combien de personnes? Même si tu avais tout l'or et le diamant du monde de Massa Monsa. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut même pas essayer. Et je suis très, très choquée d'entendre les gens dire « Nganou a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais c'est terrible. Pourtant, les mêmes choses que nous reprochons à Nganou là, c'est ce que vous reprochez aussi à Eto'o. C'est ce que nous-mêmes nous reprochons à Eto'o. Donc, il faut savoir dissocier les choses. Moi-même, j'ai toujours reproché à Eto'o ce silence. D'avoir réussi, d'être parti de rien, d'avoir réussi et d'aller dire encore, vraiment, c'est mon papa, il a tout fait pour moi, c'est lui qui m'a tout fait, c'est lui qui m'a tout donné. Non, Nganou serait resté creuseur de sable à Batié, qui n'aurait jamais été champion. Et que personne de tous ces têtards de Yaoundé, têtards dans l'autre sens, c'est-à-dire que les têtes, personne de tous ces dirigeants n'aurait sollicité une photo, ni de s'afficher. La preuve est que, pourquoi ils ne partent pas prendre les autres creuseurs de sable qu'il y a partout à la Sanaga et tout ça, et faire les photos avec eux? Vous ne pouvez pas sortir de la misère,
devenir des grandes personnes. On ne dit peut-être pas, bon, aujourd'hui, je suis un peu plus tendre, je peux encore comprendre qu'on fréquente ces gens-là. Mais même en fréquentant ces gens-là, entre deux phrases, on peut glisser quand même quelque chose. Hein? Même lorsqu'on gagne, sous son t-shirt, on peut quand même avoir un t-shirt qui dit que meilleure infrastructure au Cameroun. Quitte à perdre quelque part ses investissements. La jeunesse et l'histoire retient. La jeunesse et l'histoire retiendront que Francis Ngannou avait parlé de ci ou de ça. Vous savez pourquoi aujourd'hui, quelqu'un comme Didier Drogba n'est pas président de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football? Parce qu'il avait osé se prononcer lorsqu'il y avait le conflit. Mais c'est ça un homme. Pourtant, quel est le joueur camerounais, que ce soit Aboubakar, Onana, chez nous, tout le monde ferme la bouche. Pourtant, ce sont des jeunes qui devraient essayer de bousculer ces vieillards-là qui nous dirigent et leur dire, vieux, nous allons jouer partout. Nous voyons ailleurs, c'est comme ça, nous voulons aussi que ce soit comme ça chez nous. Pour que nous soyons respectés, nous voulons aussi que quand quelqu'un arrive à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, que les toilettes sentent bon. Nous ne voulons pas voir des ordures. Dès que tu sors de l'avion, les ordures au niveau des passerelles et tout ça, hein, ça sent mauvais partout. Hein? Mais ils ne le font pas, ils se taisent. Et on voit des gens comme les Lydie Kouekam rentrer dans des directs et dire « Ngannou a fait quoi? Laissez-le tranquille. C'est lui qui est responsable des maux du Cameroun. » Non. Il n'est pas. Hein? Au premier degré, il n'est pas responsable des maux du Cameroun. Mais il y a une chose, c'est que le silence des justes est pire que l'action des mauvais. Et Ngannou est dans le silence des justes. Il est parmi ceux qui sont silencieux. Hein? Mais il n'avait jamais su que... Parce que, retournons la situation. Ngannou est à moto. Voilà un cas de soi qui arrive et qui tamponne Ngannou. Ngannou casse le pied et le bras. Ngannou se serait fait opérer au Cameroun. Je vous pose la question. Répondez objectivement. On retourne la situation. Ngannou est à moto, avec sa grosse moto là. Un cas lui monte dessus. Bam! Ngannou, il ne meurt pas. Hein. Il casse le bras et la jambe et le bras. Serait-il allé à l'hôpital général se faire opérer ou bien il aura appelé rapidement un jet privé pour qu'on le rapatrie? Ngannou ne se serait pas fait opérer au Cameroun. Il ne se serait pas fait opérer au Cameroun. Ne nous trompons pas. Hein? J'ai fait plusieurs fois les directs. J'ai dit, mais ici en Allemagne, ce serait scandaleux d'apprendre que le président de l'Allemagne ou bien un ministre, même si ce n'est pas le président, tu es ministre, tu es directeur de certaines sociétés. Tu ne peux plus, surtout si tu es alors quelqu'un qui gère les affaires de l'État. Tu ne peux pas aller te faire soigner à l'étranger. Ça sera une très grande insulte à l'intelligence allemande et au génie allemand. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance aux médecins qu'on forme en Allemagne. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance au plateau technique de l'Allemagne. Tu ne pourras même plus parler devant les gens. Vous avez vu, on a fait tellement de directs dessus. Vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé. On dit que le président est allé consulter ou c'est son ophtalmologue à l'hôpital général. Vous pensez qu'il a fait ça pourquoi? Parce qu'il voyait comment on tirait. On disait que mais eux-mêmes, les dirigeants, ne vont pas dans leurs hôpitaux. Paul Biya s'est levé ce jour-là dans une lieu de lucidité. Il s'est rendu à l'hôpital général. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'on le consultait? C'était juste pour la propagande, pour essayer de nous fermer la bouche que oui, le président aussi va quand même aussi à l'hôpital du Cameroun. C'est des histoires, ils n'y vont pas. Le médecin ne l'a même pas touché. Vous avez vu que le médecin l'a même touché. Le médecin ne pouvait même pas le frôler. On a juste montré son entrée, on a montré sa sortie. C'était tout. Vous avez vu le médecin le toucher, ou bien qu'on le dépose, qu'on mette sa tête comme ça sur les trucs des appareils et tout ça. Rien du tout. Hein? Donc, Ngannou lui-même n'allait jamais accepter, qu'il ne sait pas que les opérations au Cameroun finissent généralement comme ça. Bon, pour Maître Swap, on avait dit, c'était toujours le bras. Le bras n'est pas facile à opérer. Le bras n'est pas facile à opérer. Comme les gens pensent là. Parce que le bras, ça va direct, le cœur est à côté et tout ça, les artères importantes et tout ça. Ce ne sont pas des choses, les gens pensent que ce sont des choses banales. Mais comme je le dis, on a dû mettre l'anesthésie à cette fille-là sans même avoir fait des examens, tous les examens nécessaires. Hein?
pour savoir si elle pouvait même supporter, parce qu'il y a plusieurs types d'anesthésie. Hein? On a même les enfants d'aujourd'hui, ils se droguent, ils prennent les kitoko. D'autres sont jeunes, mais ils développent les tensions. Et il fallait d'abord faire des examens pointus, hein, pour déterminer beaucoup de choses avant de passer à l'opération. Hein? Et ici, les opérations sont toujours, il y a ce qu'on appelle un protocole. Elle est entrée à quelle heure, quel est le médicament qu'on lui a donné, pourquoi elle a fait ce choc, machin, ceci. Normalement, dans un pays normal, Ganou serait enfermé. Pourquoi est-ce qu'on enferme souvent la personne? Bon, on ne pouvait pas l'enfermer immédiatement. Pourquoi? Parce que la petite n'est pas morte sur place. Donc, elle est d'abord allée à l'hôpital. Mais, pour qu'on t'enferme, si elle était morte sur place, là, on doit l'enfermer immédiatement. D'abord, pourquoi? Parce qu'il faut gérer d'abord la sécurité des deux. La victime, puisque bon, même si c'est elle qui aurait causé l'accident, même si c'est elle qui avait tort, elle est la victime beaucoup plus parce qu'elle a eu mal et tout ça. Donc, elle est à l'hôpital, et même à l'hôpital, on doit la sécuriser. Et lui, on doit d'abord le sécuriser. Pourquoi? Un, pour qu'il ne fuit pas, parce qu'il y a des gens qui causent des accidents et qui fuient. De deux, pour éviter la vengeance de la famille de la fille. Oui. Je dis bien qu'au cas où la fille serait morte directement, tu as beau être Francis Ganou, tu ne peux pas boxer contre une balle qu'on te plante en plein cœur. Hein? Donc il y a des gens qui tuent son membre de famille comme ça, il peut même prendre, même avec la machette, il peut t'assassiner dans la colère. Voilà pourquoi on enferme souvent les gens qui commettent des homicides involontaires. C'est d'abord pour les protéger contre la justice populaire. Parce que même là au Cameroun, là, si la fille était morte directement, je vous ai dit que la base, c'est un esprit. Certains jeunes Camerounais là pouvaient dire que ce n'est pas parce que tu es un Ganou, tu es venu là tuer patati patata. Certains pouvaient, la justice populaire. Donc, on t'enferme d'abord pour calmer le cœur de la victime et des membres de leur famille, pour te protéger toi-même contre une éventuelle vengeance. Maintenant que la fille n'est pas décédée sur le champ et qu'elle est décédée après, jusque-là, on doit d'abord l'enfermer, ne serait-ce qu'une garde à vue, on doit lui poser des questions. Ça, c'est d'abord l'État, le rôle de l'État. Maintenant, si la famille porte plainte et tout ça, ça c'est encore une autre histoire. Mais déjà, l'État doit veiller sur les biens et les personnes. Donc, l'État doit d'abord se mêler parce que c'est ça. C'est un compatriote qui a été blessé. Ou bien c'est un Camerounais, une Camerounaise de moins. C'est une perte énorme. Combien d'années, je ne sais pas, ou 16 ans ou 18 ans, je ne sais pas quel âge elle a exactement. Mais c'est beaucoup d'années d'investissement des parents. Quand on sait qu'au Cameroun, ce n'est pas comme dans les sociétés européennes ou même dans les sociétés européennes où les États aident. C'est beaucoup d'investissements de l'État, des parents, parce que cette fille est allée dans des écoles subventionnées, peut-être des écoles publiques, où l'État a dû payer ci ou ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir à M. Hissendi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut ne pas dire qu'un Ganou n'a pas tué. Il a tué. Il a tué physiquement parce qu'il a cogné. Il s'est rendu coupable d'une infraction. Il a transporté un malade accidenté. Il a transporté une personne accidentée alors qu'il n'a pas la formation pour. Il l'a amené à l'hôpital, c'est vrai, mais il doit être entendu. Et ceci va prouver qu'on est dans un pays normal. Voilà. Les lois ne doivent pas continuer à être des filets qui laissent passer des gros poissons et qui arrêtent les petits. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est un gros poisson, il a un carnet d'adresse insolent, entre guillemets, comme les gens le prétendent toujours, qu'il doit confirmer que le Cameroun n'est pas un état de droit. Parce que quand nous disons que ce pays n'est pas un état de droit, on vient nous dire que oh, vous suivez le Cameroun, vous mal parlez du Cameroun, vous faites ceci du Cameroun. Mais quand même si quelqu'un a un carnet d'adresse bien fourni, essayez quand même de montrer qu'il est un citoyen lambda. Donc, la loi s'applique à lui. Si c'est moi qui avais connu un Chama, est-ce qu'on ne m'aurait pas arrêté? On m'aurait arrêté, ne serait-ce que d'abord pour ma propre sécurité et pour que je puisse dire ce qui s'est passé, parce qu'un gars nous a les moyens de quitter le Cameroun quand il veut. Donc, il faut d'abord qu'on l'entende, pas seulement pour cet accident, celle-ci est décédée, mais tout ça rentre dans les rapports et c'est très important pour les statistiques plus tard.
C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et puis de l'autre côté, après avoir adressé mes condoléances à la famille, aux amis et connaissances, il faut aussi dire qu'il y a un problème d'hygiène de vie. Elle est décédée, elle est décédée. Nous ne sommes pas là pour la juger, mais nous devons sensibiliser la jeunesse. Il y a des jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent. Voilà une jeune fille de 6 et 16 ans ou 18 ans. Qu'est-ce qu'elle fout dans les bars à 22 heures? Et vraiment, à notre époque, ce n'était pas possible. Hein? Voilà comment les enfants sont dans un laisser-aller. Hein? Sûrement, elle est partie boire, je ne sais pas si c'est... Je parle là dans le cas général, hein. Je n'ai pas d'informations concernant Tchama même. Mais il y a un problème. Oui, c'est le dimanche de Pâques. Et alors? Et alors? Hein? Voilà une jeune fille de cet âge-là qui part peut-être, les jeunes de cet âge-là qui vont boire, et les bakitoko, et les babilibili, et les kior qui portent fumer le kior, et tout. Ils ont les écouteurs dans les oreilles et tout. Même en Europe, où il y a les panneaux de signalisation, il y a les feux, il y a les ci, il y a les ça, on reconnaît que les écouteurs sont un véritable problème, surtout pour ceux qui vont à pied, pour des piétons. Parce que ici, par exemple, en Allemagne, nous avons, au niveau des grandes routes là, nous avons la route du vélo, la zone piéton, la zone ceci, la zone cela. Et il arrive que parfois, vous soyez de dos et que celui qui a vélo klaxonne. Mais avec les écouteurs, vous n'écoutez pas. Hein? Même ici en Allemagne, on sensibilise toujours. Moi, je sensibilise mes garçons ici par rapport aux capuches. Parce que les enfants, surtout quand ils atteignent l'âge de la puberté, là, ils adorent les trucs avec capuche. Tu peux acheter le meilleur pull vert du monde. Si ça n'a pas la capuche, ils ne porteront pas. Et il faut dire aux enfants, lorsque vous traversez la route, baissez votre capuche. Parce que la capuche ne permet pas de faire ce que les Allemands appellent le Schulterblick. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est-à-dire que le coup d'œil au niveau de l'épaule. La capuche empêche ça. Parce que la capuche te ferme l'œil jusqu'ici. Donc tu ne vois pas cet angle-ci. C'est des choses, il faudrait que les gens apprennent ces choses-là. Lorsque je suis en route, même si ma maison est de l'eau, je dois marcher sens contraire aux voitures. C'est des choses que nous, notre père nous apprenait. Toujours être en face de la voiture. Ça veut dire que si tu es en train d'aller, par exemple, dans cette direction-ci, tu dois être de ce côté-là pour voir les voitures venir. Hein? Il ne faut jamais être dos tourné aux voitures, en fait, aux véhicules. Hein? Mais au Cameroun, généralement, on ne connaît pas la zone piéton, on ne connaît pas la zone vélo, on ne connaît pas tous ces trucs-là. Tout est mélangé, quoi. Les gens font comme ils veulent. Personne ne respecte le code de la route. Ce n'est pas normal. Voilà là où ça entraîne. On ne peut pas avoir presque une dizaine d'accidents en un an et ne pas faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, nous espérons que ce genre de choses, vous voyez, l'autre jour, le père de la police, le délégué à la sûreté nationale, le papa Mbangangele, mais il n'appartient pas au système. Ça fait plus de 50 ans que lui-même il fait partie du système, non? Mais est-ce que ça l'a empêché l'autre jour de décrier les routes? Il a dû faire où c'est Yaoundé, où c'est Gaoundéré en voiture. Il a dit, c'est pas la peine. Ça, c'est quoi ça? Mais il est du système. Donc, allez faire vos amitiés avec les gens du système. On ne vous en empêche pas. Mais pendant que vous bavardez là, essayez un peu de leur dire d'améliorer certaines choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien pour vous. C'est bien pour tout le monde. Personne ne peut échapper. Tu fermes la bouche. Oui, on va dire que chasserie cancela. Toi, tu es sûr que si tu vas au Cameroun, tu ne seras pas victime d'un accident de circulation. Je ne l'ai pas dit. Ça peut arriver. Mais, même si je dois mourir, je mourrai sachant que je ne m'étais pas tué. C'est là la différence. Je mourrai sachant que j'ai dénoncé toujours ces trucs-ci. C'est un problème de conscience. Conscience personnelle, conscience universelle. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas ici que, bon, s'il dénonçait, est-ce que ça allait donc arranger quelque chose? Mais s'il dénonçait maintenant, qu'il aurait notre compassion. S'il dénonçait maintenant, c'est que nous allons réagir autrement parce que nous savons que ce monsieur a dénoncé.
Par exemple, Longuet Longuet a toujours dénoncé. Donc, si Longuet Longuet est victime d'un accident de circulation, ou bien il cause un accident de circulation, on va dire, ouais, papa, voilà alors. Lui-même, il va d'abord même faire la vidéo et dire que, voilà alors les routes du Cameroun. Comme j'ai toujours dénoncé, voilà que ça m'a fait ceci. Ganou a eu honte de parler de cet accident parce qu'il n'a jamais parlé. Voilà aussi un problème. Et ça, c'est un manque de respect. Ganou n'est plus n'importe qui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Hein? C'est quelqu'un de très connu dans le monde dont la voix porte. Il jouit d'une grande notoriété. Donc, il pouvait utiliser sa notoriété pour dire, normalement, c'est des choses à ne pas cacher. Immédiatement, il devait s'occuper de celle qui est décédée, mais il aurait donné son téléphone ou bien demandé aux gens, filmer, envoyer à Facebook rapidement, dites que je viens d'être victime je viens de causer un accident de circulation malheureux et que la victime est à l'hôpital. Vraiment, nous prions que Dieu l'aide et que les services de santé, le personnel de santé s'occupe bien d'elle pour que rien ne se passe. Hein? Nous lui souhaitons bonne guérison et tout. Ganou a caché parce qu'il n'avait jamais dénoncé. Ganou a caché, c'est la honte. Moi, voici qui me suis toujours tue. Je sais très bien que les routes au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Je sais bien que la jeunesse vit dans un certain laisser-aller. Hein? On peut même s'amuser comme ça que cette fille même est encore mineure. Hein? Hein? Et elle est partie boire ses bilibili. Hein? On ne sait pas. Elle a même quel âge? Voilà. Donc la jeunesse, je vous dis que tout n'était pas mauvais au temps de Mobutu. Je vous dis toujours ça. Parce que quand on dit même dictature là, moi j'aimerais avoir un président qui est strict sur ces trucs. Une rue ou bien une avenue qui a autant de bars. Est-ce que de temps en temps, il y a des contrôles là-bas pour savoir au moins que ceux qui entrent dans ces bars-là sont des majeurs ou des mineurs? Vous allez voir même comme ça que cette fille-là est encore mineure et elle était là-bas pour boire les bilibili. Un secteur où il y a les bas, Fandena Enjoy, et des baby, le code, et le grand caillou, c'est cagnon. Hein? Tout ça, c'est l'alcool de quoi? C'est toujours pour noyer les soucis. Hein? Dimanche de Pâques. Normalement, le dimanche de Pâques, hein, c'est la résurrection du Christ. La résurrection veut dire quoi? Changement de mentalité. Changement d'hygiène de vie. Ce n'est pas l'occasion où on va aller plutôt s'enivrer, s'empiffrer et tout. Voilà ce qui s'est donc passé. De l'autre côté, est-ce un sacrifice de Pâques? Est-ce qu'un Ganou a des dettes? Là maintenant, c'est le volet spirituel. Est-ce qu'un Ganou a des dettes et qu'il fallait que ça arrive? Parce que c'est bizarre, parce que ça ne fait pas 2 ans, si je ne m'abuse, hein, qu'un Ganou a perdu son propre fils. Mais là, il est à l'origine de la perte d'une jeune Camerounaise qui n'est pas de sa famille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. A-t-il un mauvais sort? Est-ce juste la malchance? Je voudrais faire le parallèle ici parce que j'ai hésité. Si j'avais fait ce live-là hier, j'aurais joué un autre morceau. Mais comme je l'ai fait aujourd'hui et qu'aujourd'hui c'était la journée du travail, de la fête du travail, j'ai plutôt mis un morceau qui allait avec la fête du travail. Mais j'aurais pu jouer Moto Moto de DJ Arafat. Parce que l'accident s'est passé, Ganou était en moto. Je ne sais pas exactement quel âge Ganou a. Si quelqu'un peut me mettre son âge en commentaire. DJ Arafat. Pourquoi est-ce que je parle de DJ Arafat? Parce que lorsque j'ai commencé à réfléchir sur cet accident, quelque chose, dès que j'ai appris que c'était avec Ganou était en moto, mon esprit a un peu frissonné à l'intérieur de moi et j'ai directement vu DJ Arafat. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça comme ça. Et j'ai dit, oh, là, ça ne sent pas bon. Parce que mon intuition me trompe rarement. Ça ne sent pas bon. Parce qu'un Ganou aurait pu mourir sur cette moto. Pourquoi la moto? Beaucoup de jeunes aiment la moto,
38 ans. Ok, merci Ange Mayel. Beaucoup de jeunes aiment la moto. Contrairement aux voitures, on se serait entendu qu'un Nganou peut-être roule en Ferrari au Cameroun. Et Nganou est tout le temps au Cameroun, pourquoi? Parce que c'est le comportement des parvenus en fait. C'est-à-dire que Nganou n'avait jamais su, il n'avait jamais imaginé. Il savait qu'il avait quelque chose. Mais il ne pouvait pas imaginer jusqu'à quel niveau il serait célèbre ou riche. Donc, comme ici en Europe, tout est comme triste. Les gens sont enfermés soit dans les appartements, soit dans les maisons avec des barrières et des ceci. Il n'y a pas trop de gens en route comme en Afrique. Et quand on est au niveau des routes, les routes normales, on a même l'impression qu'il n'y a personne dans le pays. Il faut aller parfois dans les gares souterraines et autres pour voir les gens. Quand ma mère est venue ici, elle me disait, mais c'est pas possible. Ah, les routes sont vides, mais quand on rentre dans les gares à l'intérieur, on a l'impression que ce sont des termitières. Parce que les gens sont nombreux, on dirait des termites. Je riais toujours. Elle me dit, quand elle disait qu'on va à la gare, elle me dit qu'on va dans la termitière. Je dis, oui, on va dans la termitière. Donc, comme on ne peut pas faire certaines choses dans les gares, dans les termitières pour être vu. Donc, ce sont des gens, vous allez remarquer, que ce soit nos grands footballeurs, les grands boxeurs, les grands tennismen, ils vont tout le temps au Cameroun aller pour se faire voir, pour montrer que, voilà, oui, et puis là, ils se sentent adulés, ils se sentent aimés, ils sont contents, ils sont ceci. Sinon, qu'est-ce qu'on va y foutre? Un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas, voilà donc une preuve qu'il aurait pu même laisser sa vie. Et je suis en train de dire ceci. Pourquoi on n'arrête pas Nganou? On n'arrête pas Nganou parce que Nganou a eu le culot et la maladresse en même temps, selon nous, les jeunes, de dire que oui, il les remercie, le Cameroun lui a tout donné, pourtant c'est des histoires. Ok. Alors, voilà pourquoi on ne l'arrête pas. Parce qu'on se dit, il caresse le système, il n'a jamais rien fait de mal, il n'a jamais rien dit contre nous et tout, on ne l'arrête pas. Exactement comme DJ Arafat faisait. C'est-à-dire que avant que DJ Arafat ne se suicide, ce n'est pas un lapsus. Parce qu'il s'est fait du mal à lui-même. Il a essayé plusieurs fois de se suicider. Parce que lorsque tu prends la moto, tu fais des simagrées avec la moto et tout et tout. DJ Arafat avait tué déjà 2 ou 3 personnes par accident de circulation et il n'avait jamais été inquiété par les autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que il était DJ Arafat. Il avait une grande notoriété, et personne ne voulait avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on le caressait toujours dans le sens du poil. Et ça lui donnait toujours cette folie de continuer. Il organisait des trucs. Il y a toutes ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller fouiller. Il organisait toujours des trucs à moto, il faisait des simagrées, il mettait tout le temps sa vie et la vie des autres Ivoiriens en danger. Tout le temps. Junju Kalaba, oh ya ya, oh Kokoriko, oh ya ya, Junju Kalaba, oh ya ya. Oui, c'est le Junju Kalaba des masques du Kungam. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, le fait que Nganou ne soit pas inquiété, Nganou ne soit pas ceci, Nganou ne soit pas cela, ça va plutôt le renforcer. Et il risque de continuer dans cette voie jusqu'à ce qu'un jour, que lui-même trouve la mort. Voilà ça que je vous dis, c'est toujours comme ça que je fais mes lives souvent. Quand je faisais les lives ici où je parlais du poison, les gens pensaient que j'hallucine. Je vois toujours très vite, je vois toujours certaines choses. Donc, Nganou est maintenant dans une position où on le caresse. Mais ce n'est pas à bon escient, ce n'est pas bien. Parce que ça ne sensibilise pas les autres jeunes. Ça ne l'aide pas. Il risque de se renforcer, de continuer dans la bêtise. Alors qu'il n'en a pas besoin. Même tout ce qu'il fait souvent au Cameroun, tout ce qu'il fait, c'est des comportements en risque. Les gens prennent ça pour de l'humilité. Ou peut-être pour lui, c'est l'humilité. Peut-être pour lui, c'est la naïveté. Mais quand on a déjà atteint un certain niveau, un certain rang, on ne fait plus du n'importe quoi. Les gens sont tellement méchants maintenant, ils sont tellement aigris. Tu ne peux pas vouloir repartir de zéro, aller manger les beignets haricots. Il y a des Camerounais que pour rien te mettent la rate à chop d'ail dans la bouillie.
Le temps que tu organises ton jet privé pour venir te prendre, tu meurs. Quand on a atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il faut le savoir. Ce n'est pas que tu ne te mélanges pas aux gens, non. Tu peux te mélanger aux gens, mais les histoires de manger n'importe comment. Voilà pourquoi parfois je tape aussi sur le grand longuet. Lorsque on s'est déjà élevé, qu'on a déjà le nom, on n'est plus n'importe qui. Normalement, on ne mange plus devant les gens. Ce n'est pas parce que je porte le masque. Hein. Même sans masque là, vous n'allez jamais me voir dans un direct en train de manger. Parce que la bouche est une voie où beaucoup de choses rentrent. Les yeux, le nombril, parfois même les genoux. Il faut éviter. Quand on est déjà à un certain niveau, le spirit doit suivre. Ganou, il est déjà à un certain niveau, mais il est resté trop charnel et c'est ce qui lui coûte, ce qui coûte là. Moi, je ne mange pas n'importe comment et n'importe où. Il y a des gens qui vont même vous dire qu'ils ne m'ont jamais vu manger. Pourtant, je mange. Hein? Parce que tu ne peux pas être spirit. Et tu passes tout le temps à nourrir la chair, à nourrir la chair, à nourrir la chair. Elle va te frapper. C'est très difficile de me voir manger. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Les deux ne vont pas ensemble. Hein, la chair et l'esprit. Non. Tu ne peux pas tout le temps en train de... comme le grand longuet là. Vous savez que j'aime beaucoup longuet. Mais parmi les choses qui m'énervent chez longuet, c'est le fait de manger n'importe comment. En faisant les directs et tout ça. C'est énervant. Ça ne se fait pas. Vous avez vu Paul bien manger un jour? Vous avez vu Maurice Kamto manger un jour? Vous pensez qu'il ne mange pas? Mais quand tu as quand tu as déjà atteint une certaine notoriété, ou bien un certain grade, ou bien, tu dois faire comme si tu étais devenu un petit dieu. Même si tu as faim, il y a un milieu là, tu vois trop de caméras, tu dis non merci. Non mais c'est bon, c'est succulent. Non merci, bon j'ai un problème de santé, je supporte pas cette nourriture et tout. Tu trouves une excuse. Ça forge le respect. Un dieu ne mange pas. Oui. Tu ne manges que quand tu es dans un cercle restreint avec des gens qui doivent partager ton intimité. Tu ne manges pas n'importe comment. Oh, Senghane, il est parti voir ses amis, ils ont dit les voici en train de manger les beignets haricots. Non. Et c'est comme ça. Quand on se respecte et quand on veut s'élever spirituellement. Donc, il faut qu'un gars nous fasse très, très attention. Sinon, ça ne sent pas bon. Je vous dis ça. Bon, quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment il a d'abord eu cette moto. Parce qu'il faut qu'il sache d'abord. Moi, je ne sais pas comment il a eu cette moto. Parce qu'il faut qu'il sache. Comment est-ce qu'il a eu cette moto? Est-ce que c'est une moto qu'il a ramenée de l'Europe ou bien des États-Unis? Il a acheté sur place parce que il y a des objets qui ont des mauvaises portées spirituelles. Il y a des choses que tu achètes, tu ne sais pas s'il a une œuvre ou bien si c'est une moto d'une célébrité qu'il a eu et tout. Une autre personne même, après ce truc, il ne toucherait plus jamais à cette moto. Mais il faut qu'il fasse attention. Voilà déjà 2 personnes qu'il perd comme ça, en fait. Il a perdu son fils, maintenant il est à la cause de la perte d'un chama. Ça fait 2 personnes à moins de 2 ans. C'est pas bon. Spirituellement, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Spirituellement, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, normalement, s'ils respectaient les Camerounais, même dans un pays où on se respecte, on aurait déjà des conférences de presse parce qu'il s'agit d'un accident qui implique une notoriété, une personne très connue, un champion, un double champion de MMA mondial, un double champion mondial du MMA. Donc, normalement, il devait même avoir une conférence de presse où on allait dire, ici, ça devait être le cas, où on allait dire ce qui s'est passé exactement, exactement pour que la petite meure. Mais Nganou devait déjà être, il devait être arrêté, ne serait-ce que pour montrer que voilà, c'est la loi, et tout, quitte à ce qu'après on le relâche. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais passer ici quelques vidéos de DJ Arafat. Parce que c'est là où ça va aller. Parce que
ce qui est sûr, c'est que Ngannou lui-même faisait les grimaces avec sa moto. On connaît le genre de grosse moto là, tu ne passes pas inaperçu. Tu fais pour que les gens disent que oui, c'est le champion, oui, c'est le champion. Et ça monte à la tête comme l'adrénaline. Et quand je vois certaines personnes du village vouloir venir faire l'indé, voilà, c'est ce qui m'énerve souvent. Moi, quand je soutiens Eto'o, je le soutiens sur un point précis. Mais sur le point qu'il ne dénonce pas, je frappe sur lui. Mais si c'est par rapport au test de la FECAFOOT, je le supporte parce que là, il a raison. Mais si c'est par rapport à la dénonciation, je frappe sur lui parce qu'en tant que jeune, il devrait être parmi ceux qui dénoncent. J'ai dit que même Bagangele, l'autre jour, il a dénoncé ces routes-là. Donc, on peut être du système et dénoncer. On va essayer de voir quelques vidéos de Gigi Arafat. Moto. Et il faisait ces conneries-là. Il a tué plusieurs fois des gens comme ça. Je crois 2 personnes. Qu'il a percuté comme ça avec sa moto qui sont décédées. Mais on ne lui faisait jamais rien. Parce qu'il était Gigi Arafat. Et tu vas entendre les gens, Ngannou a fait quoi? Laissez-le tranquille. Vous êtes jaloux de lui. Vous êtes ceci, de cela. Non, il faut dire la vérité. C'est ce 2 poids 2 mesures là qui m'énerve. Jusqu'à aller dire et menacer Zuimanto, pourquoi il a publié les photos, pourquoi il a dit c'est le frère du village, il faut qu'il couvre. Voilà parfois la philosophie de d'autres personnes. Bonsoir Marcelo de Stuttgart. Voilà parfois la philosophie de d'autres personnes. Et c'est pour ça que parfois je suis très très remontée envers certaines personnes. Il faut être objectif, quelle que soit la personne, soyez objectif. Mais il y a une poignée de personnes là qui sont dans l'ethnofascisme que dès que quelque chose concerne un Bamileke, il ne faut pas parler, il faut cacher, il faut couvrir, vous ne lui faites pas du bien, vous ne l'aidez pas. On ne l'aide pas en le faisant, parce qu'on aurait pu le perdre. On aurait pu le perdre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent jamais la vérité à d'autres personnes. Les faux amis. Ils sont nombreux. DJ Arafat, force à toi, avec ton art. Voilà ça, hein. Moto. Voilà ça. Voilà ce que Ngannou parle maintenant fait au Cameroun. Il est où aujourd'hui? Tous ceux qui essayaient de lui dire, gars, tu prends trop de risques. Gars, il les a tous chassés. Il est resté juste avec ceux qui l'encourageaient dans la bêtise. Il est où aujourd'hui? Quand on aime, on dit la vérité. Quitte à se faire ennemi de la personne. Quand on aime, on n'encourage pas dans la bêtise. Parce que quand tu encourages dans la bêtise là, tu encourages la personne à sa propre perte. Et à un certain moment, après avoir tué 2 Ivoiriens, il est lui-même mort. Un talent. Bon, pour son monde. Moi, je ne partage pas ce monde-là. Ce n'est pas mon monde. Voilà les choses. Voilà. Et il faisait ça tout le temps. Regardez, ce n'est pas dans son domicile privé. Hein. Voilà ce qu'il faisait, hein, tout le temps. Et il causait des accidents. Il a tué 2 personnes. On ne lui a rien fait parce qu'il était DJ Arafat. Voilà ça. Et le jour qu'il est mort, les gens sortent pour pleurer. Est-ce que c'était la première fois? Quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il essaye de se suicider. Parce que ce n'est pas normal. Une personne normale ne fait pas des choses pareilles. Parce que là, il met sa vie en danger et il met la vie de toute autre personne en danger. Voilà ça. Voilà ça.
Vous appelez ça quoi? Quelqu'un cherche sa mort comme ça avec la torche. Le jour que la mort le prend, on commence à dire que non, c'est que non. Il faut qu'on dise à Nganou d'arrêter rapidement. Il y a des gens qui sont amoureux de moto, oui. Et puis, comme je disais toujours, parce que même Didier Arafat, il ne sort pas d'une famille super machin. Donc, généralement, ce sont des parvenus. Et l'argent et le succès montent à la tête. Il faut montrer qu'on est déjà devenu un petit dieu. Parce que la moto, il n'y a pas de portière et tout. On n'est pas enfermé. On se croit très libre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est des enfants qui ont été enfermés par la pauvreté dans la tête. Ils se croient trop libres. Ils ont l'impression d'avoir des ailes et de voler. Parce que ça, c'est la sensation que la moto fait. Même petit vélo là. Tu as la sensation de voler, de marcher sur les nuages. Combien de fois les grosses motos comme ça? Mais si ça continue comme ça, il va faire du mal à beaucoup de Camerounais et il va se faire du mal un jour. Donc il faut qu'on arrête ça rapidement. Il faut qu'il arrête la connerie rapidement. Pour moi, il ne doit plus toucher à cette moto. Cette moto porte malheur. Il ne doit même pas l'offrir à quelqu'un. Il doit l'enterrer. Parce que même s'il l'offre à quelqu'un, si cette moto a des énergies spirituelles négatives, elle ira faire des gaffes entre les mains d'une autre personne. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui ont acheté une arme pour une raison ou pour une autre. L'arme a appartenu à une famille et ça a été un scandale dans une famille. Les gens se sont même suicidés, se sont fusillés avec. Et après, on a liquidé l'arme comme ça. Et toi, tu quittes, tu vas acheter cette arme. Et le même scandale arrive aussi dans ta famille. Parce que l'arme là, déjà, des trucs, elle est chargée négativement. Bon, je ne sais pas comment il a eu cette moto. Mais moi, à sa place, quand un truc comme ça arrive, je m'en débarrasse. Et il ne doit pas l'offrir à quelqu'un. Parce que si elle a, comme je vous dis, ça va aussi aller causer des trucs là-bas. Donc, voilà. Voilà, les vidéos d'Arafat sont là. Hein. Donc, ces vidéos ne sont pas cachées. Vous pouvez aller chercher. Si je tape même dernière vidéo d'Arafat, vous allez voir l'une de ces dernières. Parade tout risque des motards en Italie. DJ Arafat. Voilà. Il y a des gens qui font ça. Même en Italie, ici, là, regardez. Vous voyez ça, hein? Oh, il y a des gens qui trouvent ça bien et tout et tout. Voilà. Il y a même, voilà. Et c'est des choses que Arafat lui faisait tout le temps. Et ça avait déjà causé la mort de 2 personnes minimum. Et je dis bien minimum. Mais c'était toujours camouflé. C'était toujours caché. Hein? Vous voyez? Voilà. Donc, sur ce, je vais mettre un thème à ce live. C'est pour dire quoi? Là, maintenant, on peut jouer DJ Arafat. Moto. Bon, tout est dit, hein. Nganou, qui le vole ou pas, il a tué une chama. Voilà. Qui ne viennent pas nous dire que c'est les infrastructures, c'est l'hôpital. Parce que si c'était l'hôpital, il allait dénoncer ça depuis. Il n'a jamais dénoncé. Donc, les hôpitaux ne tuent pas au Cameroun. Les infrastructures du Cameroun sont très bonnes. Nganou n'a jamais rien dit. Ça veut dire qu'il trouve que au Cameroun, il y a de très belles routes. Il y a de très bons plateaux techniques. Il y a des super médecins bien formés. Alors qu'on a un médecin qui est en diaspora, en exil, parce qu'il a osé dire que la majorité des médecins du Cameroun dribblent les cours. Mais à la fin, ils sortent médecins hauts. Donc parfois, ils sortent avec des gros manquements, des lacunes. On a failli le tuer, il a fui, il est en diaspora. Mais Nganou dit que les médecins du Cameroun sont de très bons médecins. Nganou et Eto. Ils disent qu'au Cameroun, il y a de très belles routes. Ils disent qu'au Cameroun, il y a les ambulances. Dès que tu fais l'accident, on te transporte. Ils disent qu'au Cameroun, les médecins sont des génies. Ils savent opérer. C'est ce qu'ils disent. Donc, il ne peut pas nous dire maintenant que c'est l'hôpital qui a tué une chama. Non, il dit que les hôpitaux de référence existent et ils sont bien équipés. Donc, qui vient nous dire ce qui a tué la petite? Que Nganou doit faire une sortie. Même si on dit que maintenant, il est aussi allé mettre le plâtre, que comme quoi, pour attirer la compassion. Laisse ça. Le plâtre n'est pas au niveau de la bouche. Viens faire le live. Tu nous dis comment Nchama est morte. Ne nous dis surtout pas que c'est parce qu'il n'y avait pas l'ambulance pour la transporter. Non. Parce que si c'était le cas, tu aurais parlé depuis. Comme je parle là depuis. Que ça me coûte tout ce que ça me coûte.
Si c'est que les hôpitaux étaient mauvais, tu allais dire depuis. Tu as toujours dit que les hôpitaux sont bons parce que qui ne dit rien consent, qui ne dit rien acquiesce. Donc, je ne veux pas entendre que ce n'est pas Nganou qui a tué, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est les... Non. Donc, on va suivre moto de DJ Arafat. Parce que c'est là où on est en train d'aller. Hein. Lui, il a même déjà dépassé l'âge de DJ Arafat. Il a déjà 38 ans. Donc, il a déjà 5 ans de plus. Qui continue? Les derniers moments de DJ Arafat. Voilà ça. Et les gens sont en train de crier, le Yoruba, tu es fort. Le voilà. Hein? Au lieu de lui dire, arrête la connerie, tu crées les embouteillages, tu crées... hein? Parce que nous, on aime toujours très mal imiter. Quand les Blancs, eux, ils veulent faire... Oh. Bref.